sur la solution à deux États. Les négociations restent toutefois freinées par plusieurs questions majeures, notamment le dispositif sécuritaire dans la bande de Gaza après la guerre, la présence militaire israélienne et les garanties nécessaires à une cessation durable des hostilités. Donc on revient pour notre débat et malgré les efforts diplomatiques menés par l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, la deuxième phase de l'accord sur Gaza demeure dans l'espace. Alors docteur, mademoiselle Nour Cherif, vous êtes une jeune chercheuse en droit international. Pourquoi cette deuxième phase de l'accord de Gaza reste toujours dans l'impasse? Merci beaucoup pour votre introduction. Seulement avant de commencer, je voudrais présenter et féliciter notre équipe nationale dans le match d'hier. Oui, en bien fait, sûr. Bien sûr, on a vu tout le monde était content de ce qu'on a pu faire durant le match. Et je reviens sur Gaza. On doit les remercier et surtout que les enfants ou tout le peuple donc désespéré de la bande de Gaza poursuivait les matchs et encourageait l'équipe nationale de l'Égypte et hissait les drapeaux de l'Égypte. Donc il était très content. Donc et on avait plaisir de leur donner ce sourire. C'est vrai. Oui. Et on a vu aussi dans le monde entier et surtout à Gaza. Ils étaient en train d'encourager notre équipe nationale. Ils élèvent notre drapeau national, l'Égypte. Donc, je reviens à ce point et à votre question. Oui. L'impasse toujours qui règne sur la deuxième phase de cet accord de paix. C'est ça, exactement. Et ça montre aussi le rôle de l'Égypte. On a trouvé que dans cette phase, chacun des partis, ils ont besoin de faire des garanties avant de cesser le feu. Israël décide d'éviter, par exemple, le cessez-le-feu, encheminer la famine à Gaza, malgré la convention qui a été due en octobre, mais jusqu'à maintenant, tout n'est pas réglé, le bombardement continue, la famine continue. Hamas, de l'autre part, exige de ne pas donner libération aux otages pour garantir d'éviter le feu ou le bombardement sur Gaza. On voit que l'Égypte essaie d'être un médiateur entre les deux. Elle a une crédibilité concernant de parler avec et dialoguer avec les pays de tout le monde. C'est toujours le rôle de l'Égypte d'être un médiateur, donc depuis longtemps. Un médiateur raisonnable. Oui, c'est vrai. Donc c'est l'intransigeance des deux côtés, le côté israélien et le côté du Hamas. C'est vrai. Et on trouve que l'Égypte, et c'est pas seulement l'Égypte, tous les autres pays essayent de garantir le droit fondamental des nationales. Avoir cohérence aussi avec l'Organisation des Nations Unies pour avoir le droit d'être éduqué, droit de santé, tous les droits fondamentaux des civils. Oui. Bon, alors, si on revient à la position de l'Égypte qui rejette depuis le début tout déplacement forcé des Palestiniens vivant dans la bande de Gaza vers le Sinaï et plaide toujours pour la solution à deux États, Israël et la Palestine, est-ce qu'on peut dire que cette position de l'Égypte, est-ce qu'elle peut toujours constituer une base pour un compromis qui sera acceptable par les différentes parties? En fait, on peut dire que oui, que l'Égypte peut faire ça, mais il faut aussi que les autres pays essayent de mettre les mains entre les mains pour garantir la gouvernance de Palestine et de trouver une solution entre les deux parties pour avoir la gouvernance. Est-ce que la solution à deux États existe toujours? Il y a des gens qui parlent, ou des pays qui parlent de ça, ou
alors qu'il y a des agressions israéliennes dans la bande de Gaza, en Cisjordanie aussi. Alors, est-ce qu'il y a toujours cette idée de deux États? Oui, mais normalement, ce qu'on veut, autant qu'êtres humains, de garantir les droits fondamentaux, si on parle du point de vue juridique, selon la Déclaration des droits de l'homme, chaque personne a le droit d'être éduquée, d'avoir une santé, de vivre normalement, avoir ses droits normaux. Cela ne se passe pas à Gaza, malgré les conventions. Et aussi, depuis longtemps, on avait des conventions comme les conventions de Genève, de Rome. Aussi, on voit que la Cour internationale essaye de garantir ses droits là-bas, mais jusqu'à maintenant, chaque partie a des garanties et ne veut pas se mettre d'accord avec l'autre. Pourquoi les décisions, par exemple, les condamnations par la Cour pénale internationale, par la Cour de justice internationale, ces instances par les Nations Unies, par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU, pourquoi ces décisions contre Israël ou condamnant les agressions d'Israël ne sont pas donc fiables, ne sont pas contraignantes pour l'occupant israélien? En fait, ne sont pas contraignantes parce que on a vu les génocides, le bombardement, tout ce qui passe à Gaza. C'est contre le droit de l'homme, contre le droit humanitaire. En fait, ils frappent les civils et pas les militaires. Ça, c'est la première des choses. Et dans les prochaines semaines, quelles sont les conditions minimales, je dis, qui devraient être réunies pour permettre une relance crédible de cet accord de paix, des négociations de paix, pour passer à la deuxième phase des négociations? On a besoin de quoi pour passer à la deuxième phase? Premièrement, de garantir aux civils d'un hébergement, d'acheminer, ouvrir Rafah pour acheminer les aides sanitaires, les aides alimentaires, tout ce qu'on peut, c'est la première des choses. Et s'être d'accord dans la deuxième phase de cesser le feu. Et dans quelle mesure donc la poursuite des opérations militaires, des agressions israéliennes sur le terrain compromettent la chance de parvenir à une paix durable, si le terme existe encore, une paix durable? Je vois que ici c'est le rôle de la Cour internationale de justice et la Cour pénale d'aborder la responsabilité pénale et civile de ces personnes et des pays, avoir l'effectivité. En fait, je ne vois pas l'effectivité de la Cour internationale de justice. C'est tout. Oui, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis, quel rôle ils jouent actuellement à ce stade dans les négociations? Et est-ce que ces pays disposent encore de véritables leviers d'influence ou ont une vraie influence jusqu'à présent? Bien sûr, bien sûr. Chacun de ces pays a une influence concernant Gaza. L'Égypte est comme je dis, est un médiateur auquel elle peut se dialoguer avec tous les partis, quel que soit Israël ou Hamas pour Gaza. On voit que Qatar et les États-Unis, ils aident les Nations Unies aussi pour les aides alimentaires. Ils leur donnent force pour continuer, pour éviter la famine, pour éviter le bombardement. Mais en espérant que... Oui, est-ce que vous voyez que les États-Unis, par exemple, ont réduit le rôle un peu concernant le dossier de Gaza? Ils sont maintenant occupés ou préoccupés par leur guerre avec l'Iran et la question du détroit d'Ormuz et toutes ces questions-là. Oui, mais les États-Unis, je vois que c'est la... En fait, on tourne dans le même contour. C'est le droit fondamental concernant les pays et
chacun d'eux veut garantir ses droits. Donc, Oui, oui, ses droits et ses c'est la intérêts. même, oui, Mhm. c'est la même chose. Oui. Si on parle donc de l'aide humanitaire acheminée vers Gaza, est-ce que vous voyez que c'est suffisant jusqu'à Non. maintenant? Non, c'est pas suffisant et c'est là ce qu'a dit les Nations Unies et l'ONU dans leur site. Malgré l'organisation, ils ont compté, je crois, 21 000 camions Mhm. d'aide. Mais jusqu'à maintenant, la vie est très difficile là-bas, pas d'hébergement. Les conditions sanitaires, médicales n'est pas tout à fait Oui, ne normales. sont pas suffisantes. Oui, Oui. ne sont pas suffisantes. Donc, je crois que tous les pays, c'est pas seulement Qatar et les États-Unis et l'Égypte, bien sûr, tous les pays se solident ensemble pour donner l'aide à ces organisations. Oui, et la question de la sécurité et de la politique aussi qui affecte l'acheminement de l'aide humanitaire. Est-ce que les instances internationales, les instances juridiques internationales, les Nations Unies, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose à l'égard de l'arrêt ou le fait qu'Israël entrave et bloque parfois l'aide humanitaire, les convois d'aide humanitaire vers la bande de Gaza? En fait, oui, bien sûr, ils doivent avoir un rôle Mhm. parce que je sais que chaque État... Concernant donc ce sujet plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on dit en droit international concernant ce sujet d'aide humanitaire, l'acheminement? En fait, on peut dire que c'est un contournement Mhm. de ce que est écrit dans la Convention Oui. pour utiliser la famine pour la guerre et pour obliger les Palestiniens d'arrêter ce qu'ils Oui, font. utiliser la famine comme une guerre, comme un moyen de guerre, c'est Voilà. quelque chose qui est interdit donc par les lois internationales et le droit international. C'est vrai. Alors, donc, les Nations Unies et les instances juridiques internationales, qu'est-ce qu'elles peuvent faire à l'égard de ce sujet? Poser des sanctions, par exemple, à l'occupant israélien ou... Comme je vous ai dit, oui, des sanctions doivent être prises en compte, Mhm. comme la Cour internationale et la Cour pénale. Mhm. Ils doivent avoir un rôle effectif, aussi les organisations doivent avoir un rôle effectif pour avoir l'acheminement Mhm. des aides. Et pour que ces instances donc juridiques prennent une action, est-ce qu'ils ont besoin, par exemple, des pays qui leur posent, par exemple, une plainte, par exemple, ou pourquoi ils ne prennent pas action jusqu'à présent? Pourquoi prendre pas? On peut dire que on n'a pas une convention ou une loi entre les pays Mhm. qui peut juger ces organisations. En fait, ces organisations sont ici pour aider les gens, Mhm. aider les civils. Donc, je crois que les États doivent avoir une convention auquel on peut limiter et sanctionner les personnes Mhm. civiles ou les personnes militaires, et les Mhm. pays aussi, concernant l'utilisation de la famine comme pour la guerre. Mhm. Par exemple, l'Afrique du Sud a posé une plainte devant la Cour de justice internationale concernant le génocide donc pratiqué par Israël dans la bande de Gaza. Mais la décision de la Cour de justice internationale n'était pas contraignante donc pour Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que on doit pour que ces décisions soient contraignantes? Est-ce que plusieurs pays, par exemple, doivent poser plainte ou qu'est-ce que la procédure qu'on peut faire? En fait, si je me rappelle, quand j'étais étudiante, j'ai eu cette question, l'effectivité de la Cour internationale. Oui. Normalement, elle doit avoir une sanction, une responsabilité.
et d'avoir une égalité entre les pays. Je ne vois pas une égalité entre les pays. Donc la question c'est, je ne peux pas répondre par oui ou non, mais ça reste jusqu'à maintenant oui. Les États doivent gérer contre cette Cour pour avoir une sanction effective pour tout ce qu'ils peuvent contre le droit international. Oui, concernant donc le côté palestinien, quelles sont les conditions qui entravent toujours cet accord ou le passage à cette deuxième phase de l'accord de paix des États-Unis ou de Donald Trump, du côté palestinien ou du côté de Hamas? Que Hamas en fait évite la libération des otages. Et cela rend les autres côtés d'Israël de ne pas cesser le feu. Chacun veut garantir, comme je vous ai expliqué au début. Alors, il y avait quelques jours, donc, on a parlé de la gouvernance de la bande de Gaza. Il y a donc un comité qui va gouverner ou gérer la reconstruction de la bande de Gaza. Comment envisager la gouvernance et la reconstruction de Gaza sans accord préalable sur les garanties sécuritaires et politiques? En fait, on ne peut pas avoir la gouvernance de cette facilité. On doit avoir des relations entre les pays et bien sûr, on revient au point de la Cour internationale. Si la Cour internationale donne sanction à tout ce qui est responsable de ce qui se passe, donc on va avoir la gouvernance. Ma dernière question, mademoiselle Nour Cherif, est les risques d'un échec définitif. S'il n'y a pas, donc, on ne parvient pas à un accord durable de paix ou à la deuxième phase et on parle d'un échec définitif des négociations pour la stabilité régionale et pour les populations aussi, la population de la bande de Gaza. S'il n'y a pas d'accord et s'il y a un échec définitif, quels sont les risques donc? Le scénario à prévenir. Le scénario attendu donc. Le scénario, ça va être, je crois, catastrophique. Les deux parties vont pas arrêter le bombardement, le génocide. Et c'est le pays qui a le plus d'armes, plus de pays qui leur consolident. C'est lui qui va gagner. Oui. Donc, bon, alors on espère donc le mieux et on espère passer à cette deuxième phase et à la reconstruction de la bande de Gaza le plus vite possible parce que la situation est invivable comme on voit dans ce secteur de Gaza. Alors, mademoiselle Nour Cherif, merci beaucoup. Vous êtes chercheuse en droit international. Merci beaucoup. Vous êtes toujours la bienvenue à la TV internationale. Passez une excellente journée. Donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi donc que prend fin ce premier débat de Bonjour l'Égypte. Une courte pause et on revient pour la suite de notre programme.